J'ai poignardé mon mari dans le noir de la nuit, non pas pour le tuer, mais pour qu'il sente la lame effleurer sa peau comme une promesse de vengeance éternelle. Ce n'était pas un crime impulsif, mais le premier acte d'une symphonie de revanche que j'avais composée dans le silence de mes nuits insomniaques à Paris. Et quand, le lendemain, lors de cette réunion familiale dans le salon étouffant de leur appartement haussmannien, ils ont osé exiger la moitié de mon salaire comme tribut à leur empire familial pourri, j'ai souri, et j'ai révélé le secret qui les hantrait jusqu'à leur dernier souffle. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'a toujours paru comme un théâtre cruel où les masques tombent au pire moment. J'étais Claire Duval, 32 ans, architecte d'intérieur dans un cabinet du Marais, marié depuis 5 ans à Antoine Laurent, héritier d'une lignée de banquiers provinciaux qui s'étaient installés dans la capitale pour mieux dilapider leur fortune. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Notre mariage avait été une idylle parisienne. Rencontre volée au café de Flore, promenade le long de la Seine sous un ciel de plomb, et ces dîners aux chandelles où il me jurait que j'étais sa muse, son ancre dans ce monde de requins financiers. Mais la vérité, comme un vinaigre qui fermente trop longtemps, finit par déborder. Tout a commencé 6 mois plus tôt, lors d'une de ces soirées d'été où l'air est lourd d'ozone et de regrets. Antoine rentrait tard, comme toujours, son costume froissé par des réunions interminables avec ses associés. Je l'attendais dans notre appartement du 7e arrondissement, un cocon que j'avais décoré moi-même avec des meubles chinés aux puces de Saint-Ouen, des lignes épurées, des tissus doux pour adoucir les angles durs de notre vie. Ce soir-là, il a trébuché sur le seuil, son haleine chargée d'un parfum qui n'était pas le mien. Un musc bon marché, vulgaire, qui collait à sa chemise comme une accusation. « Qu'est-ce que c'est » ai-je murmuré, feignant l'inquiétude plutôt que la rage qui bouillonnait déjà en moi. « Rien, ma chérie. Juste une collègue un peu trop enthousiaste au bureau. » Son sourire était un mensonge poli, de ce qu'on sert avec le café au lait du matin. Mais je n'étais pas dupe. J'avais vu les textos sur son téléphone, ces messages codés de « elle ». Laure, sa secrétaire, une petite ambitieuse de 25 ans aux lèvres pulpeuses et aux ambitions démesurées. Laure, qui signait ses missives d'un cœur rouge, comme si l'amour était une marchandise à négocier. Je n'ai rien dit ce soir-là. Non, parce que j'étais faible, mais parce que la vengeance, la vraie, demande du temps, comme un bon Bordeaux qui mûrit en cave. Au lieu de cela, j'ai commencé à fouiller. Discrètement, avec la précision d'une architecte qui trace des plans invisibles. Son ordinateur portable, laissé béant sur la table de la cuisine. Ses relevés bancaires, glissés dans une enveloppe anonyme que j'ai ouverte un matin pluvieux. Et là, le premier fil de l'araignée, des virements réguliers à un compte offshore, des sommes que mon salaire, modeste mais stable, fruit de mes nuits blanches à concevoir des intérieurs pour des bourgeois en quête de prestige, ne pouvait expliquer. Antoine n'était pas seulement infidèle, il était un voleur. Il détournait des fonds de la banque familiale, celle que ses parents, Henri et Martine Laurent, dirigeaient d'une main de fer depuis leur villa de Neuilly-sur-Seine. Des émargements falsifiés, des prêts fictifs accordés à des sociétés écrans. Et moi, j'étais la couverture parfaite, l'épouse loyale, l'architecte talentueuse dont les contrats apportaient une légitimité à notre train de vie. Mais le pire, oh le pire, c'était le secret qu'il m'avait fait porter comme un boulet. 3 ans plus tôt, lors d'un voyage d'affaires à Lyon, Antoine avait été impliqué dans un accident de voiture. Pas n'importe lequel, il avait heurté un piéton, un ouvrier immigré qui rentrait chez lui après un double shift. L'homme, un certain Karim Ben Ali, avait survécu, mais paralysé à vie. Antoine, paniqué, avait fui la scène. C'est moi qui l'avais appelé, en larmes, pour que je vienne arranger les choses. J'avais conduit jusqu'à Lyon cette nuit-là, sous une pluie battante qui effaçait les traces de sang sur l'asphalte. Et quand la police est arrivée, j'avais menti. J'avais dit que c'était moi au volant, un simple accident dû à la fatigue. J'avais plaidé coupable, payé l'amende, suivi les audiences où les juges me regardaient avec pitié. La jeune femme stressée, épouse dévouée. Karim avait reçu une indemnisation modeste, financée par l'assurance, mais son regard lors du procès. Ce regard brisé m'avait hanté depuis. Pourquoi l'avais-je fait? Parce qu'Antoine m'avait juré que c'était un moment d'égarement, que notre avenir en dépendait. La banque familiale, Claire. Si ça se sait, tout s'effondre. Pour nous, pour nos enfants à venir. Des enfants que nous n'avions jamais eus, mais dont le fantôme planait comme une promesse empoisonnée. J'avais porté ce crime sur mes épaules, effacé mon casier pour lui, tout en sachant que les nuits où il rentrait tard, c'était pour Laure, pas pour des réunions. Les mois suivants ont été une danse macabre. Je continuais à sourire lors des dîners familiaux, à complimenter Martine sur ses recettes de coq au vin, à écouter Henri pontifier sur les marchés boursiers instables. Mais intérieurement, je tissais ma toile. J'ai contacté un avocat discret, un ancien amant d'université qui pratiquait dans le 16e, pour qu'il prépare un dossier sur les malversations d'Antoine. J'ai copié des fichiers, noté des dates,
démontant. Et pour Laure? Oh, elle était le maillon faible. Une petite frappe ambitieuse qui croyait pouvoir grimper l'échelle sociale sur le dos d'un homme marié. J'ai commencé à l'espionner. Ses comptes Instagram remplis de selfies en lingerie, ses posts sur LinkedIn vantant ses réussites professionnelles. Un appel anonyme à son employeur, une rumeur bien placée sur cette méthode peu orthodoxe, et bientôt, elle a été mutée à Strasbourg, loin de Paris, loin d'Antoine. Il l'a mal pris, bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive, Claire? Tu deviens paranoïaque. Ses reproches étaient des lames émoussées, car il ignorait encore l'étendue de ma rage. Mais la réunion familiale approchait, ce rituel annuel où les Laurent se réunissaient pour discuter des affaires. Cette année, c'était chez Henri et Martine, dans leur appartement cossu donnant sur le parc Monceau. J'y suis allé préparer, mon dossier caché dans un sac Hermès que j'avais acheté avec mon propre argent, ironie du sort, un symbole de luxe financé par ma sueur. La soirée a commencé comme d'habitude, apéritif au champagne rosé, fromage affiné et conversation sur la politique, Macron se traître, les syndicats ses parasites. Antoine, assis à mes côtés, sa main possessive sur ma cuisse, feignait l'affection. Puis, après le plat principal, un bœuf bourguignon trop cuit, comme leur amour pour moi, Henri a tout sauté, son cigare éteint entre les doigts. Claire, ma chère, nous devons parler sérieusement. La banque traverse une période difficile. Les marchés sont volatiles et nous avons besoin de consolider les ressources familiales. Martine a hoché la tête, ses perles de culture scintillant sous la lumière du lustre en cristal. Exactement. Ton salaire, Claire, il est généreux pour une femme seule. Mais maintenant, tu fais partie de la famille. Il serait juste que tu contribues. Disons, la moitié, versée mensuellement sur un compte dédié. Antoine a serré ma main, un avertissement muet. La moitié de mon salaire. Pas un prêt, pas un don occasionnel, mais un tribut permanent. Comme si j'étais une vassale dans leur royaume pourri. La rage que j'avais contenue pendant des mois a afflué, un vin rouge qui monte à la tête. Mais je n'ai pas crié. Non. J'ai souri, ce sourire parisien froid qui masque les tempêtes. Avec plaisir, ai-je répondu, ma voix douce comme du miel empoisonné. Mais avant cela, permettez-moi de vous montrer quelque chose. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier que mon avocat avait numérisé. Des captures d'écran, des relevés, des emails incriminants. Antoine a détourné 250 000 € des fonds de la banque. Pour Laure, sa maîtresse. Et pour ses dettes de jeu au cercle de l'Union interalliée. Le silence est tombé comme une guillotine. Henri a pâli, son cigare tombant par terre. Martine a porté la main à sa poitrine, comme si on l'avait frappé. Antoine m'a fixé, les yeux écarquillés, la trahison inversée le rendant muet. Claire. Qu'est-ce que... Et ce n'est pas tout, ai-je continué, ma voix gagnant en assurance, comme une actrice sur la scène de l'Opéra Garnier. Rappelez-vous l'accident de Lyon, il y a 3 ans. Ce n'était pas moi au volant. C'était lui. J'ai pris la faute pour protéger votre précieuse lignée. Mais maintenant, je rends les armes. Ils étaient sans voix, ces trois-là, figés dans leur salon bourgeois comme des statues de cire au musée Grévin. J'ai rangé mon téléphone, bu une gorgée de vin, et ajouté « Désormais, c'est moi qui dicte les termes. » Où la police, les juges et les journaux à scandale s'en chargent. Ce n'était que le début. La vengeance, à la française, se savoure lentement, comme un escargot arrosé de beurre d'ail. Et j'avais encore 4 actes à jouer. Les jours suivants ont été un ballet de silence tendu et de regards assassins. Antoine a dormi sur le canapé, son corps raidi par la peur plutôt que par le remords. Il essayait de me supplier, ses murmures nocturnes dans l'ombre de notre chambre. « Claire, ma amour, c'était une erreur. Pour nous, pour notre avenir. » Mais son « nous » sonnait creux, comme un écho dans la crypte du Père-Lachaise. Je le laissais parler, notant chaque mot, chaque promesse brisée, pour alimenter le feu qui couvait en moi. Henri et Martine, eux, ont contre-attaqué à la manière des Laurent, par l'argent et les avocats. Un coup de fil dès le lendemain matin, la voix d'Henri rauque de tabac et de fureur. « Tu crois pouvoir nous ruiner, petite ingrate? Nous avons des relations. Des juges, des procureurs. Ton petit dossier ne vaut rien face à notre nom. » J'ai ri, un rire bas, celui qu'on étouffe dans les confessionnaux de Notre-Dame. Essayez, Henri. Mais rappelez-vous, Karim Ben Ali attend toujours justice. Et j'ai son numéro. Il pourrait témoigner, raconter comment l'épouse loyale a en réalité couvert un lâche. Karim. Son nom était devenu mon talisman, un rappel que la trahison n'était pas seulement personnelle, mais un poison qui rongeait les strates de la société française. Ces couches de privilèges où les riches s'en sortent toujours,
laissant les autres ramasser les éclats. J'avais retrouvé sa trace via un détective privé, un ancien flic du commissariat du 18e qui facturait cher mais livrait des résultats. Karim vivait désormais dans un HLM de la banlieue de Saint-Denis, en fauteuil roulant, soigné par une sœur épuisée qui cumulait 3 emplois. Nos rencontres étaient clandestines. Un café anonyme près de la basilique, où l'odeur d'encens se mêlait à celle du mauvais café. « Madame, pourquoi maintenant » m'avait-il demandé, ses yeux sombres creusés par la douleur. « Parce que j'ai été aussi idiote que vous l'avez été innocent », lui avais-je répondu. Nous avions scellé un pacte, son silence pour l'instant, en échange d'une compensation que je paierais de ma poche. Mais si les choses tournaient mal, il parlerait. Et oh, comme il parlerait. Antoine, sentant le sol se dérober, a tenté la manipulation. Il m'a suivi au bureau, attendant sous la pluie devant mon immeuble du Marais, son parapluie inutile contre les trompes d'eau automnales. Rentrons, Claire. Parlons. Je divorce si tu veux, mais pas comme ça. Pas avec un scandale. Divorce. Le mot flottait comme une libération, mais je le voulais à genoux, pas libre. Non, ai-je dit simplement, passant devant lui sans un regard. Tu paies d'abord. Laure, de son côté, n'avait pas dit son dernier mot. Depuis Strasbourg, elle bombardait Antoine de messages rageurs. Tu m'as jeté comme une malpropre. Elle sait tout, n'est-ce pas? Ton monstre de femme. J'ai intercepté l'un d'eux, un soir où il avait oublié de verrouiller son téléphone. Monstre. Le mot m'a piqué comme une aiguille hypodermique. J'ai répondu à sa place, depuis son compte, c'est fini, Laure. Oublie-moi, ou je ruine ta carrière pour de bon. Elle a bloqué le numéro, mais j'ai vu les captures d'écran qu'elle postait sur des forums anonymes. Des plaintes voilées sur les maris infidèles et leurs épouses jalouses. Pathétique. J'ai fait circuler ses posts auprès de son nouveau patron, une banque régionale stricte sur l'éthique. Une semaine plus tard, elle était renvoyée pour conduite inappropriée. Strasbourg n'était plus un exil, c'était une tombe professionnelle. Mais la vraie fissure, celle qui a fait craquer le marbre de notre façade familiale, est survenue lors d'un dîner improvisé. Martine m'avait invité seule, sous prétexte de réconciliation féminine, dans un restaurant étoilé du 1er arrondissement, où les assiettes étaient des œuvres d'art éphémères. Elle était arrivée en tailleur Chanel, ses cheveux teints en blond platine impeccable, mais ses yeux trahissaient la panique, des cernes comme des ombres sous le pont des Arts. « Claire, ma fille », a-t-elle commencé, sa voix tremblante sous le vernis social. « Nous sommes des Laurent. Nous protégeons les nôtres. Antoine a fait des erreurs, oui, mais c'est un homme. Les hommes trébuchent. Toi, avec ton indépendance. Tu nous as trahis en nous menaçant. » Trahi? Le mot m'a fait éclater de rire, un son qui a fait se retourner les serveurs en smoking. Trahison? C'est moi qui ai porté votre fardeau, Martine. J'ai menti pour lui, j'ai pleuré seul pendant des mois. Et vous? Vous exigez la moitié de mon salaire, comme si j'étais une domestique. Elle a blêmi, portant sa fourchette de sol meunière à ses lèvres sans y goûter. Puis, dans un murmure qui puait le chantage, elle a lâché. « Nous savons pour ton passé, Claire. Cette affaire mineure à Bordeaux, il y a 10 ans. Un vol dans ton ancien emploi. Nous pourrions la ressortir. Mon passé. Un épisode que j'avais enterré profond. Une jeune Claire, désespérée après la mort de mes parents, qui avait emprunté de l'argent à son agence d'architecture pour payer les funérailles. Pas un vol majeur, juste 5 000 €, remboursés en secret, mais assez pour ternir un CV. Comment l'avait-il su? Antoine, bien sûr. Il avait fouillé, comme je l'avais fait pour lui. La roue tournait, et c'était exquis. J'ai posé ma serviette, me levant avec la grâce d'une duchesse exilée. Faites-le, Martine. Ressortez-le. Mais rappelez-vous, mon dossier sur Antoine est déjà chez le procureur. Et le vôtre? Ces paradis fiscaux où Henri planque l'argent de la banque? J'ai les preuves. J'ai laissé un billet de 200 € sur la table, plus que l'addition, et suis parti sous les yeux ébahis des autres dîneurs. Dehors, la nuit parisienne m'a enveloppé comme un manteau de velours noir. J'ai marché jusqu'à la Seine, jetant un regard au Pont-Neuf, me demandant si la vengeance valait le vide qu'elle creusait en moi. Antoine m'attendait à la maison, un bouquet de roses fané à la main. « Où étais-tu » a-t-il demandé, la jalousie perçant sa voix. J'ai pris les fleurs, les ai écrasées sous mon talon, les pétales rouges comme du sang sur le parquet ciré. Avec ta mère. Elle m'a appris beaucoup sur la loyauté familiale. Il a reculé, sentant le piège se refermer. Et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux, pas pour lui, mais pour l'empire qu'il avait aidé à construire sur des mensonges. Les fissures s'élargissaient. Bientôt, le marbre céderait, et avec lui, tout leur monde.
Paris en hiver est une maîtresse impitoyable. Vents glaciaux qui fouettent les avenues, pluie fine qui transperce les os, et un ciel bas qui écrase l'âme comme un couvercle de cercueil. C'est dans cette saison que j'ai décidé d'accélérer le tempo de ma revanche, transformant les murmures en tonnerre. Le dossier sur Antoine était prêt, mais je ne le lâcherai pas encore. Non, la vraie vengeance française est un art subtil, un opéra où les arias montent crescendo avant l'explosion finale. Henri a frappé le premier, à sa manière bureaucratique. Une lettre recommandée, cachetée du sceau de leur cabinet d'avocat, Maître Duval, ironie du nom, un homonyme qui me faisait grincer des dents. Madame Laurent, nous contestons vos allégations. Toute poursuite entraînera des contre-accusations pour diffamation et chantage. Chantage. Le mot m'a amusé. Venant d'eux, c'était comme un renard accusant le loup de voracité. J'ai répondu par un email laconique, copié à mon propre avocat. Procédez. Mais attendez-vous à ce que Le Monde reçoive une copie anonyme des malversations. Le Monde. J'avais déjà contacté un journaliste freelance, une femme acérée du nom d'Élodie Moreau, qui couvrait les scandales financiers pour un blog indépendant. Nos rencontres étaient des conspirations de café noir, dans des bistrots excentrés du 13e, où l'odeur de croissants brûlés masquait nos secrets. C'est du lourd, Claire, m'avait-elle dit, ses lunettes à monture épaisse glissant sur son nez. Détournement, accident couvert. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? J'avais haussé les épaules, feignant la nonchalance. Parce que les Laurent représentent tout ce qui pourrit la France, l'hypocrisie bourgeoise, les privilèges intouchables. Et moi? Je suis la femme qui a cru en leur mirage. Élodie a publié un premier article, anonyme mais percutant, les dessous noirs d'une dynastie bancaire parisienne. Pas de nom encore, juste des insinuations, des chiffres, des dates, des schémas flous. Les Laurent ont paniqué. Antoine m'a confronté ce soir-là, son visage déformé par la rage. C'est toi, hein? Tu as parlé à la presse. J'ai nié, les yeux baissés, jouant l'innocente. Comment oserais-tu? C'est peut-être l'or ou un rival. Il m'a giflé alors, un revers sec qui a fait voler ma boucle d'oreille en perles sur le sol. Le sang a perlé à ma lèvre, chaud et métallique, comme un vinasse bas de gamme. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai ramassé la perle, la tenant comme un trophée. C'est fini, Antoine. Demain, je pars. Et je prends tout ce qui m'appartient, mon salaire, ma dignité, et ta tête sur un plateau. Il a ri, un rire nerveux, brisé. Tu n'as rien sans moi. Ton cabinet? C'est moi qui t'ai introduite auprès des clients. Vrai, en partie. Mais j'avais déjà transféré mes contrats, discrètement, vers une nouvelle structure à mon nom. L'indépendance, cette vertu républicaine tant vantée, était mon armure. Martine, sentant le vent tourner, a tenté l'approche émotive. Un appel larmoyant à 2 heures du matin. Claire, reviens-nous. Antoine est perdu sans toi. Et Henri. Il a un cancer. Stade 3. Ne nous détruisez pas maintenant. Cancer. Le mot a suspendu mon geste. J'étais en train de paquer une valise, des vêtements pliés avec la précision d'un blueprint. Était-ce vrai? Ou un nouveau mensonge, une carte jouée pour attendrir le jury de ma conscience? J'ai raccroché sans répondre, mais le doute s'est insinué, comme une fissure dans un vitrail de Sainte-Chapelle. Le lendemain, j'ai vérifié. Un appel à l'hôpital américain de Neuilly, sous un faux nom. Oui, Henri était sous traitement, chimiothérapie discrète pour ne pas effrayer les actionnaires. La nouvelle m'a secoué. Était-ce ma vengeance qui l'avait poussé au bord du gouffre? Ou était-ce le poids de ses propres péchés, ces années à truquer les comptes pour maintenir l'illusion d'une grandeur familiale? J'ai hésité, une nuit entière à fixer le plafond, écoutant les sirènes des ambulances hurler dans la nuit parisienne. Mais l'hésitation est un luxe que la trahison ne pardonne pas. Le lendemain, j'ai envoyé à Élodie les noms, Laurent, en toutes lettres. L'article est paru 3 jours plus tard, une bombe dans les colonnes du matin. Scandale à la Banque Laurent, détournement et accident dissimulé. Les photos floues d'Antoine sortant d'un casino clandestin, les graphiques des fonds siphonnés. Paris s'est réveillé en feu, Twitters enragés, débats à la radio sur France Inter, où des commentateurs criaient à la pourriture de l'élite. Les Laurent ont nié, bien sûr, une conférence de presse hâtive dans leur bureau lambrissé, Henri pâle comme un linge, Martine serrant un mouchoir brodé. C'est une calomnie, ourdie par une épouse éconduite. Épouse éconduite. Moi, réduite à une furie domestique. Antoine m'a appelé depuis un numéro inconnu, sa voix brisée par les sanglots. Claire, il me lâche. Mon père dit que je suis un fardeau. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi. Les mots que j'avais prononcés 3 ans plus tôt, après l'accident,
quand j'avais supplié pour un signe de remords. Je lui ai répondu froidement, « Garde ton calme, mon amour. La police arrive. » J'avais anonymement typé le procureur, avec les preuves irréfutables. Ce soir-là, seul dans notre appartement vidé de mes affaires, Antoine a tenté le suicide. Une overdose de somnifères, trouvée par le concierge alerté par un voisin. L'hôpital l'a sauvé, pompage d'estomac et tout le protocole. Quand je l'ai visité, branché à des machines comme un pantin désarticulé, j'ai senti un frisson, pas de pitié, mais de triomphe teinté de vide. « Pourquoi » a-t-il murmuré, les lèvres gercées. « Parce que la trahison se paie, Antoine. En France, on appelle ça la justice poétique. » Mais le masque tombait pour moi aussi. Dans le miroir de la salle d'attente, je voyais une femme aux traits durcis, les yeux creux comme ceux d'une statue de Rodin. Étais-je encore Claire Duval, ou étais-je devenu le monstre qu'il décrivait? La question me rongeait, mais la symphonie continuait. Le crescendo approchait. Le scandale a éclaté comme une grève générale, paralysante, chaotique et inévitable. La banque Laurent a fermé ses guichets pour raisons techniques, mais tout Paris savait. C'était la panique, les clients retirant leurs fonds en masse, les actionnaires hurlant dans les couloirs de la bourse. Henri, affaibli par sa chimio, a démissionné dans une déclaration larmoyante à la télévision, blâmant un fils indigne sans nommer Antoine. Martine s'est retranchée dans leur villa de Neuilly, refusant les interviews, son silence plus éloquent qu'un roman de Proust. Antoine, libéré sous caution après son arrestation pour détournement, errait comme un fantôme dans les rues de la capitale. Je l'ai croisé par hasard, ou peut-être pas, sur le boulevard Saint-Germain, emmitouflé dans un manteau trop grand, le visage hâve sous une barbe naissante. « Claire » a-t-il appelé, sa voix un croassement. Je me suis arrêté, feignant la surprise, mon parapluie battant la pluie comme un métronome. « Quoi, encore? Tu n'as pas eu assez. » Il s'est approché, suppliant. « J'ai tout perdu. La banque, ma famille. Toi. Mais je sais maintenant. Laure m'a tout dit, c'est toi qui l'as ruiné. Les rumeurs, le renvoi. Et l'article, c'était toi. » J'ai haussé un sourcil, amusé par sa perspicacité tardive. « Bravo, Sherlock. Mais tu l'as bien cherché. Tu m'as trahi en premier, avec ton accident, tes mensonges, tes mains sur elle. » Il a reculé, heurtant un passant qu'il a invectivé en argot marseillais. Paris, toujours prompt à la colère. « Et si je te disais que j'ai un secret plus grand » a-t-il murmuré, les yeux fous. « Quelque chose qui te détruirait. » Mon cœur a sauté un battement. Un nouveau chantage? J'ai ri, mais intérieurement, la peur rampait. Et c'est. Mais souviens-toi, Karim est prêt à parler. Et ton père? Son cancer n'excuse pas les paradis fiscaux. Il a pâli, et pour la première fois, j'ai vu la défaite absolue. Pas dramatique, mais résignée, comme un intellectuel français acceptant l'absurde de Camus. Laure, quant à elle, a émergé des cendres comme une phénix vengeresse. De Strasbourg, elle a fui vers Paris, atterrissant un job de serveuse dans un bar à absinthe du quartier latin. J'ai appris sa présence par Élodie, qui la pistait pour un suivi d'article. « Elle prépare quelque chose », m'a dit la journaliste au téléphone, sa voix excitée. Des interviews off, des posts sur les forums de mères divorcées. Elle te dépeint comme la sorcière de la Belle au bois dormant. J'ai souri dans le vide de mon nouvel appartement, un studio minimaliste près de Bastille que j'avais loué à la hâte. Sorcière. Mieux valait cela que victime. Le point de non-retour est survenu lors d'une confrontation orchestrée. J'avais invité Karim à témoigner au tribunal, mais avant cela, une réunion informelle, chez un notaire neutre, dans un hôtel particulier du VE arrondissement. Les Laurent y étaient, Henri en chaise roulante, Martine au bord des larmes, Antoine menotté moralement par sa culpabilité. Et Laure, conviée par moi, via un faux prétexte des indemnisations mutuelles. Elle est arrivée en talons aiguilles, maquillage outrancier, prête à mordre. « Vous » a-t-elle craché en me voyant, pointant un ongle manucuré. « Vous avez ruiné ma vie pour un homme qui ne valait rien. » J'ai croisé les bras, calme comme la Joconde. « Et toi, tu as ruiné la mienne pour de l'argent et du sexe. Nous sommes quittes. » Mais elle a sorti son atout, un enregistrement audio, volé sur le téléphone d'Antoine. Ma voix, lors d'une dispute passée, « Si tu me trahis encore, je te détruis. Je connais tes secrets, et je les utiliserai. » Contextualisé hors cadre, cela sonnait comme une menace de meurtre. Les Laurent ont jubilé. Henri a souri faiblement, preuve de chantage. « Tu vas en prison, Claire. » Karim, silencieux jusque-là, a toussé. « Et l'accident? Qui paie pour mes jambes ?» Le notaire a pris note, mais l'air était électrique,
chargé de haine comme avant un orage sur la tour Eiffel. J'ai contre-attaqué avec mon twist, j'avais anticipé. L'enregistrement était incomplet. J'en avais une version longue où Antoine avouait l'accident. « Écoutez », ai-je dit, diffusant le fichier depuis mon téléphone. Sa voix, claire. C'était moi, Claire. J'ai fui. Pardonne-moi. Laure a blêmi, Antoine a gémi. Et le coup de grâce. J'avais engagé un expert en cybersécurité pour tracer les virements. Pas seulement à Laure, mais à Martine elle-même, des prêts familiaux qui n'étaient que du blanchiment. Ta mère, ai-je dit à Antoine, savait tout. Elle a couvert tes dettes pour protéger la banque. Martine a nié, hystérique, mensonge. Je suis une mère. Mais les preuves étaient là, irréfutables. La salle a explosé en cris. Laure a fui en larmes. Henri a eu une crise, emmené par les ambulances. Antoine m'a fixé, un mélange d'horreur et d'admiration tordue. Tu es un démon, Claire. J'ai souri. Non. Juste une femme qui a appris la leçon. Dehors, la pluie avait cessé. Paris brillait, lavé, mais je sentais le crescendo. Le public, la presse, la société se divisaient. Étais-je une héroïne féministe, brisant les chaînes patriarcales, ou une mégère vengeresse, détruisant une famille pour un ego blessé? Les débats rageaient sur les réseaux, les plateaux télé, vengeance justifiée ou hystérie destructrice. J'avançais, mais le poids grandissait. La vengeance, cette muse UAM, murmurait. Et après? Le tribunal a été un cirque à la française. Avocats en toge noire gesticulant comme des acteurs de Molière, juges au visage impassible sous les lambris du palais de justice, et une galerie bondée de journalistes et de badauds en quête de drame. Antoine a plaidé coupable, un deal pour une peine réduite. 5 ans avec sursis, restitution des fonds et une thérapie obligatoire. Henri a suivi, son cancer plaidé comme circonstance atténuante, mais des amendes colossales qui ont saigné la banque à blanc. Martine, acquittée pour manque de preuves directes, mais son nom souillé, elle errait désormais dans les salons de Neuilly comme un fantôme, boycottée par ses amis de bridge. Karim a reçu justice, une indemnisation complète, financée par les actifs saisis des Laurent. Nos adieux ont été brefs, dans le même café de Saint-Denis. Merci, madame. Vous avez rendu un peu de lumière. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je me demandais si la lumière n'était pas une illusion, comme les reflets sur la Seine au crépuscule. Laure a disparu, rumeur la voulait à Lisbonne, serveuse dans un bar fado, chantant ses regrets sous des guirlandes de lumière tamisée. Élodie Moreau a écrit un livre sur l'affaire « Les ombres de la Seine » où j'apparaissais comme une anti-héroïne ambiguë, Claire Duval, la femme qui a brisé un empire pour guérir ses plaies. Le livre s'est vendu, les débats ont enflé, forum en ligne divisé en camps, pétition pour la solidarité féminine contre la vengeance toxique. J'étais devenu un symbole, malgré moi, une figure de controverse qui faisait jaser aux terrasses des cafés. Antoine m'a écrit depuis sa probation, une lettre manuscrite sur papier à lettres jaunies. J'ai compris, Claire. Tu étais la plus forte. Pardonne-moi, si tu peux. Je l'ai lu au bord de la fenêtre de mon studio, regardant les lumières de Bastille clignoter comme des étoiles filantes. Pardon? Le mot était un luxe que je ne pouvais plus m'offrir. J'ai brûlé la lettre dans l'évier, la flamme dansant comme une danseuse de cabaret. Et moi? J'ai repris mon travail, concevant des intérieurs pour des clients nouveaux, des appartements haussmanniens rénovés, des lofts minimalistes où le passé ne pèse pas. Mais les nuits étaient UAMA, cauchemar où je revivais l'accident, le sang sur l'asphalte, mais cette fois, c'était moi qui fuyais, laissant Antoine brisé sur la route. Étais-je vengé ou simplement vide? La twist finale, celui qui cause les débats interminables, est survenu des mois plus tard, enceinte. Pas d'Antoine, un amant fugace, un collègue rencontré lors d'une expo au Louvre, une nuit impulsive pour noyer la solitude. L'enfant grandit en moi comme un secret choyé, un avenir que je n'avais pas planifié. Ai-je gagné? La famille Laurent s'est effondrée, oui, mais à quel prix? Paris murmure encore mon nom, mi-admiration, mi-répulsion. Et dans les dîners en ville, on débat, Claire Duval, victime ou bourreau? Je choisis de ne pas répondre. La vengeance, comme un bon absinthe, laisse un arrière-goût amer. Mais au moins, c'est moi qui ai levé le verre. Fin.